L'an 2030. Une équipe atterrit sur la Lune, tandis que sur la Terre, la crise de l'énergie et le réchauffement climatique menacent d'échapper à tout contrôle. La mission de l'équipe est de tester une nouvelle haveuse destinée à extraire une précieuse ressource naturelle lunaire afin de la rapporter sur Terre. Si la machine parvient à en extraire suffisamment, cette ressource pourrait permettre de créer un nouveau type d'énergie qui ne produirait ni gaz à effet de serre, ni déchets radioactifs. Le destin de l'économie mondiale et de la planète est en jeu tandis que l'équipe retourne sur Terre avec sa précieuse cargaison. Ceci n'est qu'un exemple de la façon dont notre vie sera transformée si l'homme parvient à relever ce gigantesque défi, exploiter des mines sur la Lune. À 385 000 km de la Terre, se trouve son seul satellite naturel, la Lune. Apparue il y a plusieurs milliards d'années, elle représente une présence constante depuis la naissance de l'humanité. Mais ce qui semble n'être qu'un rocher sans vie dans le ciel nocturne est peut-être un trésor de ressources naturelles encore ignorées. Il y a 100 ans, quand on évoquait la toundra, on pensait à une terre nue, désolée, inexploitable. Aujourd'hui, on se rend compte que sa valeur est peut-être inestimable. Ce qu'on pense de la Lune pourrait changer de la même façon. Depuis des milliards d'années, la surface de la Lune est bombardée par des astéroïdes, des micrométéorites, des vents solaires et des rayons cosmiques. Ils bombardent la surface en permanence à très grande vitesse, jusqu'à 20 fois la vitesse d'une balle, et réduisent les rochers à un sable très fin. Ces collisions microscopiques sont tellement intenses que la surface fond sous l'impact, emprisonnant dans le sol lunaire de minuscules particules formant ce qu'on appelle le régolithe. Ce que crache le Soleil atterrit toujours sur la Lune, pour y rester le plus souvent. C'est intéressant en termes de ressources, car le Soleil évacue surtout de l'hydrogène et environ 4% d'hélium, qui s'incruste dans les minéraux et la poussière de Lune en permanence. Ces gaz prisonniers du régolithe sont les précieuses ressources naturelles que les chercheurs convoitent. Exploiter ces gaz éviterait à des équipes d'astronautes d'avoir à apporter ces précieuses ressources de la planète Terre. C'est un des éléments essentiels pour faire d'une colonie lunaire permanente une réalité. De plus, la Lune détient peut-être la solution aux problèmes énergétiques de la Terre. Un homme a foi en cette incroyable éventualité, le Dr Harrison Schmitt, le premier géologue à avoir marché sur la Lune en 1972. On m'a choisi pour la dernière mission lunaire, Apollo 17. Lui et d'autres astronautes du programme Apollo ont exploré différentes régions de la Lune et rapporté 380 kg de régolithe et de roches lunaires afin de les analyser. La roche est d'apparence très proche de ce qu'on trouve sur Terre, mais elle est très distinctement lunaire. Quant au sol, il n'a rien à voir avec ce qu'on trouve chez nous. Le gaz qui fascine tant le Dr Schmitt et ses collègues de l'université du Wisconsin à Madison est un isotope d'hélium léger appelé hélium-3. Cet hélium possède un neutron de moins que l'hélium-4 que l'on utilise pour gonfler les ballons. Mais en quoi cet hélium-3 est-il extraordinaire? C'est un carburant quasiment idéal pour l'énergie de fusion. Imaginez une forme d'énergie puissante qui ne produit ni gaz à effet de serre, ni déchets radioactifs. C'est là le formidable avantage d'utiliser de l'hélium-3 pour l'énergie de fusion. Contrairement à la Terre, dont l'atmosphère filtre la plupart des rayons UV nocifs et autres particules solaires, y compris l'hélium-3, la Lune n'a pas d'atmosphère pour protéger sa surface. Selon le Dr Schmitt et ses collègues, après 4 milliards d'années de particules solaires bombardant le sol lunaire, le régolithe contient désormais assez d'hélium-3 pour rendre intéressante son extraction et son importation sur Terre. L'hélium-3 est le saint graal du processus de fusion. La fusion est ce qui illumine le ciel nocturne. C'est le secret des étoiles.
Exploiter l'hélium 3 pour l'énergie de fusion est une idée séduisante, car il présente de nombreux avantages par rapport aux énergies fossiles polluantes et aux centrales de fission nucléaire. La fusion de l'hélium 3 est bien plus efficace que l'énergie de fission. La fission produit de la chaleur, utilisée pour transformer l'eau en vapeur. Cette vapeur alimente ensuite des turbines qui produisent de l'électricité. Mais puisqu'aucun procédé n'est efficace à 100%, chaque étape gaspille de l'énergie. La fusion de l'hélium 3 brûle l'étape de la production de chaleur. Sa fusion produit un proton. Et ce proton est converti directement en électricité. On ne gaspille rien contrairement au cycle de la chaleur. Le deuxième avantage de la fusion de l'hélium 3 est la propreté du procédé. La fission nucléaire et les autres types de fusion génèrent de dangereux déchets radioactifs. La raison d'une telle différence se trouve dans la minuscule structure atomique des carburants. Séparer des atomes par fission produit des neutrons radioactifs. Tandis que la fusion de l'hélium 3 produit des protons non radioactifs, directement convertis en électricité. C'est non seulement un atout commercial majeur, mais aussi écologique d'avoir un carburant de fusion très propre qu'on puisse utiliser sur Terre comme alternative partielle aux énergies fossiles. 100 kg d'hélium 3 rapportés sur Terre pourraient suffire à approvisionner pendant 1 an une centrale de fusion de 1000 MW et par conséquent à alimenter une ville telle que Dallas au Texas. Mais produire de l'hélium 3 sur la Lune ne serait pas une mince affaire. S'il est bien plus abondant sur la Lune que sur Terre, il n'y en a pourtant que 20 parties par billion dans le sol lunaire. Il faudrait donc creuser sur 2 km², l'équivalent de 400 terrains de football, et sur 3 mètres de profondeur afin de trouver ces 100 kg d'hélium. Et à ce jour, personne n'a inventé de machine capable d'extraire une telle quantité de terrain et de la transformer en carburant. Un de mes collègues compare le fait d'extraire de l'hélium 3 sur la Lune à chercher de l'or au fond de l'océan. Il y a de l'or dans l'océan en proportion de 2 parties par billion. Mais personne n'a trouvé de moyen économique d'extraire cet or. De plus, l'hélium 3 ne peut être utile que s'il est rapporté sur Terre. Transporter du pétrole autour du monde coûte quelques centaines de milliers d'euros. Rapporter de l'hélium 3 de la Lune est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Tant que les questions du transport et de l'extraction ne sont pas résolues, il semble peu probable qu'on entreprenne d'extraire de l'hélium 3 et de construire une centrale de fusion. L'extraction de l'hélium 3 ne serait rentable qu'à la seule condition que la technologie et les infrastructures minières sur la Lune soient développées pour une autre raison. Et de ce fait, la NASA explore la possibilité d'y installer une base habitée. Au début, il semblait impossible et présomptueux, à partir d'une roche lunaire sans eau ni ressources naturelles, de créer un jardin d'Éden. Et pourtant, c'est possible. Pour cela, les scientifiques doivent commencer par le commencement. La NASA doit trouver une machine capable de creuser le sol lunaire. Et pour trouver cette nouvelle machine révolutionnaire, la NASA a lancé un concours innovant et ludique baptisé Regolith Excavation Challenge. Pendant 2 ans, des équipes venues du monde entier présentent leur excavateur lunaire et tentent d'obtenir le premier prix de 350 000 euros. Aujourd'hui, 10 équipes arrivent sur le campus de Cal Poly à San Luis Obispo en Californie pour participer à la compétition. Des étudiants, Merci beaucoup. des ingénieurs et même des fabricants de jouets. Tu veux monter dessus? Oui. Non, c'est impossible. Tous sont impatients de savoir si leur invention unique remportera le prix. Les règles sont simples. L'excavateur doit fonctionner de façon autonome, comme s'il était seul sur le sol lunaire. Chaque équipe dispose de 30 minutes pour extraire 150 kg de faux régolithes sur une superficie de 16 mètres carrés et les déverser dans une benne. Le sol lunaire reconstitué est une matière fine, proche du sable, obtenue à partir de roches volcaniques broyées.
Les concurrents portent des masques pour ne pas inhaler la poudre. Enfin, dernière règle essentielle, les équipes n'auront pas de seconde chance. L'an dernier, un candidat m'a dit « Laissez-moi réessayer, cette fois ça marchera ». Désolé, vous êtes sur la Lune. Tandis que la première équipe approche du bac à sable et charge son excavateur, il semble évident qu'il ne s'agit pas d'un jouet pour enfants. Cet excavateur ne parvient pas à monter la rampe. Et ce n'est qu'un des nombreux défis du jour. Un excavateur lunaire fait partie des nombreux équipements spécifiques que la NASA devra construire afin d'implanter une base durable sur la Lune. Et le premier critère de ce type d'équipement sera de résister à l'hostilité de l'environnement lunaire. Car les hommes y seront exposés à ce que l'univers peut offrir de pire. Un jour, l'hélium 3, gaz rare qui existerait en quantité suffisante sur la Lune pour être exploité, pourrait être la source d'énergie qui libérera le monde des énergies fossiles et de la fission nucléaire radioactive. Mais la route sera longue. Car la NASA doit avant tout implanter une colonie lunaire permanente et pour ce faire, offrir à l'homme un moyen de survivre dans un milieu totalement inhospitalier. C'est dans cette optique que la NASA a lancé un programme d'utilisation des ressources sur place, baptisé ISRU. On appelle ça « vivre de la Terre ». De prime abord, il semble impossible qu'une colonie terrienne soit viable sur le sol lunaire. Pourtant, les hommes ont déjà réussi à dompter des environnements inhospitaliers jusqu'à les faire prospérer. Prenons un exemple. La ville de Las Vegas a été construite dans un désert qui n'avait aucun autre atout que celui d'exister. Regardez le résultat. C'est l'imagination et la créativité des hommes qui ont construit Las Vegas qui en ont fait ce qu'elle est aujourd'hui. Sans protection, l'homme ne survit pas longtemps par ici. Mais l'atmosphère terrestre le protège au moins des conditions les plus extrêmes. Sur la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère, les dangers sont tout autres. Le mercure monte à 120 degrés Celsius le jour et chute à moins 156 la nuit. Et la moindre déchirure dans la combinaison spatiale d'un homme l'exposera au phénomène de vide spatial. Des éruptions solaires peuvent jaillir à tout moment et brûler la surface de la Lune. Les habitants n'auront que quelques minutes pour se mettre à l'abri avant de succomber à une surdose de radiation. La seule façon pour l'homme de survivre sur la Lune est de le protéger de ces conditions imprévisibles. Et il existe une merveille de la nature sur Terre susceptible d'inspirer la NASA dans sa quête. Les tunnels de lave. L'île d'Hawaï est dominée par deux énormes volcans, le Mauna Kea et le Mauna Loa. Et non loin de là, le Kilauea exprime sa colère en crachant çà et là quelques jets de lave. Les tunnels de lave sont le résultat d'une coulée de lave en fusion. Les éruptions sont si puissantes que la lave fait fondre la roche, créant ainsi un tunnel de circulation pour une prochaine coulée de lave. Le tunnel de Thurston, qui se serait formé il y a entre 350 et 500 ans, mesure 61 km de long et parfois jusqu'à 10 mètres de large. Cette partie du tunnel mesure entre 60 et 75 mètres. S'il était sur la Lune, son épaisseur fournirait la protection adéquate contre les rayons cosmiques. Les tunnels de lave ne sont pas uniformes. C'est une de leurs caractéristiques. Ils ne font ni la même taille, ni la même forme, car la nature est ainsi faite. Elle n'est pas parfaite. Les tunnels s'agrandissent dans les chambres supérieures et inférieures, et on voit bien qu'il y a des couches de lave différentes. Mais quel rapport y a-t-il entre ces tunnels et une colonie lunaire ? Le régolithe absorbe parfaitement les dangereuses radiations solaires et cosmiques. Et on sait que d'anciens tunnels de lave gisent sous la surface de la Lune. Ces tunnels effondrés de subsurface, qui ont formé des tranchées naturelles à la surface de la Lune,
pourrait fournir un refuge idéal pour les habitants. Protéger les hommes des violentes radiations est fondamental. Une des grandes idées est soit d'enterrer les habitations dans des tunnels de lave, soit de les couvrir de régolithes afin de les protéger des radiations. Construire des habitations souterraines ne serait pas une mission impossible. La NASA a déjà prouvé l'efficacité de ces abris gonflables dans un environnement aussi extrême que l'Antarctique. Les abris gonflables sont composés de plusieurs couches de matériaux qui sont pressurisés, gonflés, puis rigidifiés afin de créer une structure suffisamment résistante. Ces abris gonflables permettront peut-être à la Lune de revêtir un nouveau visage. On va commencer par envoyer quelques petites habitations en guise de test. Et à partir de là, on construira des infrastructures. D'autres pays pourront nous rejoindre et apporter leur propre matériel. On peut imaginer une sorte de New York multiculturelle faite de langues et de populations différentes et des échanges commerciaux de la Terre à la Lune. C'est un avenir palpitant. L'histoire de la civilisation est l'histoire d'êtres humains qui ont exploré le monde, exploité de nouvelles ressources, créé de nouvelles industries et sources de commerce. Si ça a fonctionné sur Terre, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur la Lune. Élaborer un habitat efficace n'est qu'un des nombreux obstacles que la NASA devra surmonter avant que des hommes envisagent d'emménager sur la Lune. Il lui faut notamment choisir un lieu où le sol sera généreux, et cela signifie se rapprocher des matières premières. Tout comme les chercheurs d'or en Californie, les scientifiques doivent avant tout prospecter afin de trouver le gisement idéal. Une erreur d'emplacement pourrait s'avérer fatale pour les nouveaux habitants. Sur Terre, les mineurs prennent des risques pour découvrir des trésors souterrains. Ils suivent toujours 3 étapes clés pour réussir. La première étape est de prospecter afin de déterminer les ressources, l'emplacement, la quantité et savoir exactement ce qu'on cherche. Il faut ensuite excaver, creuser à proprement parler là où les ressources sont disponibles. Et enfin, extraire ces précieux matériaux qu'on souhaite exploiter. Exploiter un gisement sur la Lune comptera aussi ces 3 étapes. Prospecter, excaver et extraire. Mais le processus sera bien plus complexe que sur Terre. Actuellement, aucune technologie minière n'est parfaitement adaptée à la Lune. On ne peut pas utiliser du matériel de soudage classique ni de moteur à combustion interne. L'essence est sans effet sur la Lune. Il faut de l'oxygène pour obtenir une combustion. Sur la Lune, il n'y a pas d'air pour alimenter nos machines. Si l'environnement lunaire est fatal pour les hommes, il est incroyablement éprouvant pour les machines. Les gigantesques variations de chaleur peuvent détruire le matériel. Le vide spatial use les joints et entraîne des fuites. Le manque d'humidité fait grimper les charges statiques à un niveau dangereux. Et le sol lunaire est extrêmement fin et abrasif. Exposer un système électronique à du régolithe peut avoir raison d'une machine en très peu de temps. Mais si la NASA apprend à surmonter ces obstacles, la possibilité d'une colonie lunaire pourrait devenir réalité. Implanter une base opérationnelle, autosuffisante et permanente sur la Lune peut être comparé à la construction des pyramides. Malgré l'entreprise titanesque, les résultats pourraient être aussi colossaux que le défi. Les chercheurs pensent que le sol lunaire contient des gaz indispensables aux premières nécessités de la vie. Des échantillons rapportés de l'équateur lunaire au cours des missions Apollo ont démontré que l'oxygène, l'hélium et l'hydrogène expulsés par le Soleil s'imprégnaient dans le sol. Mais ces échantillons ne représentent qu'une infime partie de la surface lunaire. Dans les années 1990, 2 satellites, Clémentine et Lunar Prospector, ont exploré à distance la majeure partie de cette surface. Des analyses au spectroscope ont révélé qu'il pouvait y avoir de l'oxygène n'importe où sur la Lune. 40% du régolithe contiennent des composants riches en oxygène. On y trouverait aussi une quantité importante d'hydrogène et peut-être même de la glace hydrique au pôle.
Les chercheurs vont devoir retourner sur la Lune afin de prélever de nouveaux échantillons s'ils veulent confirmer les observations effectuées par les satellites à distance. Scarab, le prototype de prospection lunaire de l'université Carnegie Mellon, sera peut-être à la hauteur de cette nouvelle mission. Sur le site du concours de la NASA, on cherche toujours un prototype assez intelligent pour exploiter seul un gisement et assez solide pour excaver la poussière lunaire appelée régolithe. L'équipe du campus, la Cal Police Robotics, apprend à ses dépens que fabriquer un robot capable de fonctionner de façon autonome dans le sol lunaire reconstitué est loin d'être facile. Désolé messieurs, ce robot n'est bon à rien. Les juges ne sont pas tendres avec les candidats. C'est de l'aéronautique. C'est le genre de choses que la NASA, les universités et les laboratoires font tout le temps. On croit que c'est simple quand on voit le rover sortir de son atterrisseur, bondissant sur Mars. Mais c'est incroyablement difficile. Plusieurs équipes peuvent encore tenter leur chance. L'autonomie est un facteur extrêmement important pour n'importe quel robot censé prospecter sur la Lune. Tout d'abord parce que la Lune est tapissée de kilomètres de rochers et de tranchées. Et parce qu'aucun astronaute ne peut survivre à l'heure actuelle aux conditions extrêmes des régions lunaires désignées par la NASA. Pour sa première prospection autonome, la NASA cible les cratères polaires de la Lune. Jamais explorés auparavant, certains de ces cratères sont aussi larges et profonds que le Grand Canyon. Ils sont plongés dans l'obscurité la plus totale. Et la température moyenne est de moins 225 degrés. Parce qu'ils ne voient jamais le soleil, ils sont à moins 233 degrés Celsius, soit à 40 degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu. À cette température, rien ne bouge, même pas les molécules. C'est extrêmement froid. Pourquoi la NASA a-t-elle choisi un tel degré de difficulté pour sa première expédition de prospection ? Les données satellites démontrent que ces cratères contiennent une grande quantité d'hydrogène, le principal ingrédient du carburant pour fusées. Et les chercheurs ont bon espoir qu'ils abritent aussi le véritable trésor de la Lune, de l'eau sous forme de glace. On oublie que les comètes sont faites de glace. Ce sont des blocs de glace sales qui flottent dans l'espace. Et tous les X milliards d'années, elles entrent en contact avec la Lune. L'eau serait la plus grande découverte possible. Non seulement les hommes disposeraient d'eau potable, mais ils pourraient séparer les molécules d'oxygène des molécules d'hydrogène afin de garder l'oxygène pour respirer et l'hydrogène pour fabriquer du carburant. Une simple base minière serait alors transformée en véritable station-service, permettant d'envoyer des équipes plus loin que jamais dans l'espace. Tandis que l'idée d'utiliser de la glace lunaire est palpitante, la réalité de la prospection et de l'extraction est un des plus grands défis techniques de tous les temps. Mais il en faut plus pour impressionner les ingénieurs du Field Robotics Center de l'université de Carnegie Mellon. La NASA leur a commandé un prospecteur lunaire, car ces ingénieurs ont déjà fait leurs preuves avec des robots capables de résister aux conditions les plus extrêmes. Bienvenue au Field Robotics Center, où depuis 20 ans, on construit des robots destinés à l'exploration. Certains ne sont plus en activité, comme Hyperion, qu'on utilisait dans les régions polaires. Zoé est partie en exploration au Chili. On a conçu des robots pour opérer dans les mines, Ground Dog et Cape Crawler. Scarab sera peut-être leur prochaine grande réussite. S'il parvient à rester suffisamment longtemps dans les cratères lunaires et à explorer plusieurs régions à la recherche d'eau et de gaz volatiles. Scarab, un prospecteur lunaire, est destiné à explorer les cratères. Il doit mesurer la quantité de minéraux et de substances volatiles comme l'eau et l'oxygène contenus dans le sol. Fonctionner dans le noir est un obstacle majeur. La plupart des objets spatiaux exploitent l'énergie solaire. Mais les cratères lunaires sont si profonds que les rayons du soleil n'atteignent pas le fond. Scarab est alimenté par radioisotope. Ce mini-moteur nucléaire ne peut fournir que 100 watts d'énergie, juste de quoi faire briller une ampoule.
Pourtant, Scarab doit avoir la puissance suffisante pour percer à presque 1 mètre dans le sol gelé des cratères. Le châssis doit donc peser 250 kg afin de contrer la pesanteur réduite de la Lune et les forces de torsion générées par le forage du sol. Scarab est équipé d'une perceuse centrale. Cela signifie que le foret est au centre du robot. Le robot est conçu pour percer très lentement ce matériau très sec et très froid. Mais l'atout le plus fascinant de Scarab est sans aucun doute sa capacité à passer d'un site à l'autre de façon entièrement autonome. On utilise des scanners laser pour construire un modèle topographique. Le robot peut ensuite interpréter seul ces modèles et déterminer sa trajectoire. Il est équipé de roues spécialement conçues pour l'occasion, car un pneu crevé pourrait faire échouer toute la mission. On les appelle des twills. Il n'y a pas de chambre à air ni de pneumatique. Il n'y a pas d'air à l'intérieur. C'est un anneau rigide avec une bande de roulement et des rayons flexibles. C'est important car sur la Lune, on ne peut pas utiliser de pneus remplis d'air. Et on ne peut pas non plus utiliser des pneus qui raidissent une fois gelés. Scarab sera-t-il à la hauteur? Il semble avoir été conçu pour répondre à tous les défis lunaires. Mais il doit avant tout faire ses preuves auprès de la NASA. Et cela signifie une mise à l'épreuve sur le volcan hawaïen de Mauna Kea, un terrain similaire au sol lunaire. Si Scarab échoue, ses inventeurs devront repartir de zéro. À des centaines de kilomètres de là, au Centre spatial Kennedy, en Floride, l'appareil qui accompagnera Scarab, appelé Resolve, est lui aussi préparé pour une grande épreuve. Cette expérience a plusieurs objectifs. Chercher de la glace hydrique, notamment dans les cratères lunaires, et tester la capacité à fabriquer de l'oxygène à partir du régolithe. Resolve est un four à énergie nucléaire destiné à chauffer les échantillons rapportés par Scarab afin d'en extraire les gaz volatiles des différents éléments présents dans le sol, comme l'oxygène ou l'hydrogène. On perce sur 1 mètre de profondeur et on extrait un échantillon du noyau. Puis on le passe au broyeur afin de le réduire le plus possible. On le chauffe à environ 150 degrés et on cherche les gaz volatiles qui s'en dégagent. Si Resolve détecte des gaz volatiles comme l'oxygène ou l'hydrogène dans le sol gelé, un tout nouveau monde pourrait voir le jour. La Lune deviendrait un carrefour d'échanges commerciaux, un centre d'activité intergalactique où les industries publiques et privées pourraient prospérer. On s'efforce de construire les infrastructures nécessaires à la survie sur la Lune. Regardez ce port de commerce. Ici, des cargos chargent et déchargent de la marchandise destinée aux 4 coins du monde. Il y a des entreprises à la fois publiques et privées. Des navires de transport et de croisière arrivent et repartent. Toutes ces activités s'associent afin de permettre à ce port d'être économiquement viable et de subsister. La même chose peut se produire sur la Lune. Mais avant que la Lune ne se change en un gigantesque port spatial, la NASA doit réussir les 2 étapes restantes de l'exploitation de gisements, excaver et extraire les ressources. Les mines à ciel ouvert implantées sur Terre cachent peut-être la solution. Pour parler de gisements lunaires à grande échelle, il faut avant tout étudier la situation minière sur Terre, et particulièrement les mines à ciel ouvert. En observant une mine à ciel ouvert sur Terre, l'ingénieur spatial Angel Abou-Madrid perçoit aisément les similitudes et les différences entre un gisement lunaire et terrestre. Il fait partie d'un groupe de scientifiques de l'école des mines du Colorado, spécialisé dans les techniques minières à grande échelle. Les activités de cette mine à ciel ouvert ressemblent à ce qui se passerait sur la Lune au fond d'un grand cratère. Contrairement à ce qu'on voit ici, plusieurs couches de montagnes excavées avec un matériel impressionnant, les opérations sur la Lune seraient très concentrées. Le Godet est la nouvelle génération d'excavateurs lunaires. À première vue, les prototypes d'excavateurs lunaires peuvent sembler ridicules comparés à ceux utilisés sur Terre.
Mais les réalités de l'environnement lunaire font d'un excavateur à godet petit et lent l'instrument parfait pour transporter le régolithe. Il y a un godet destiné à collecter la terre. Il remonte ensuite en haut du bras où il déverse la poussière dans la benne. Une fois la terre déversée, la benne s'ouvre et déverse son contenu dans l'usine d'extraction. Contrairement aux machines de surface terrestre qui creusent le sol en profondeur, les excavateurs lunaires devront écumer la surface du régolithe, là où le sol a été le plus fortement imprégné par les particules issues de rayons cosmiques, de vents solaires et de micrométéorites. Ces excavateurs devront être conçus spécifiquement pour le régolithe, très différent du sol terrestre. D'aspect visuel et tactile, le régolithe ressemble à de microscopiques éclats de verre. Sa poussière, plus fine que le talc, se pose plus lentement sur le sol, car la pesanteur sur la Lune représente 1/6 de celle sur Terre. Ce n'est pas comme marcher sur du sable, mais comme marcher sur du verre brisé très fin, ce qui rendra l'excavation et l'exploitation du sol lunaire extrêmement difficiles. Ce n'est pas comme manier du sable, il faut couper le régolithe. Et il est de plus en plus dense à mesure qu'on s'enfonce. Donc il faut creuser de plus en plus énergiquement. Ce sont des particules libres, mais c'est comme percer de la glace ou de la roche. Si les estimations actuelles sont justes, creuser suffisamment le régolithe pour trouver quelques molécules de ressources exploitables signifie retourner l'équivalent d'un terrain de basket-ball. Et même si l'on parvient à fabriquer un excavateur capable de charrier des tonnes de régolithe jour et nuit dans l'environnement lunaire hostile, il reste une dernière étape à franchir. Et il s'agit de la plus critique de toutes, l'extraction. Dans un laboratoire haute sécurité du Colorado, des chercheurs pensent avoir conçu une machine qui répondra à tous les besoins de la NASA pour l'exploitation d'un gisement lunaire. Les chercheurs du laboratoire de technologie spatiale de l'entreprise Lockheed Martin s'apprêtent à dévoiler un système qui devrait non seulement excaver de grandes quantités de régolithe, mais également en extraire le précieux oxygène. Ce prototype révolutionnaire s'appelle Pilot. Il permettra de produire de l'oxygène sur la Lune et possédera son propre module d'atterrissage. Pilot sera entièrement autonome. À l'atterrissage, l'excavateur sera sur un support. Puis il sera posé au sol et ira chercher tout seul la matière lunaire à exploiter. Ce qui fait de Pilot l'instrument parfait pour une implantation lunaire est sa capacité à atterrir n'importe où de façon autonome et à se rendre partout où des niveaux élevés d'oxygène et d'eau ont été détectés dans le sol. L'excavateur de Pilot utilise une roupelle. Il découpe le régolithe grâce à une série de petites lames. Elle pousse ensuite le régolithe lentement vers la benne afin d'éviter la formation de poussière. Une fois chargé, l'excavateur retourne au receveur et déverse la terre lunaire dans une benne. L'étape cruciale d'extraction de l'oxygène peut alors commencer. On hisse la benne remplie de régolithe à hauteur du réacteur, puis on l'aspire par cette vis sans fin. Le régolithe est déversé dans la chambre d'aspiration du réacteur. La forte chaleur rompt les liens moléculaires qui soudent les particules de régolithe. C'est parti. Génial. Le système d'aspiration pivote. On chauffe alors la matière à une température de 1000 degrés Celsius. Elle se mélange à l'hydrogène et forme de l'eau. Ces gaz circulent par les pompes et les réservoirs et sont condensés de ce côté du réacteur. Fabriquer de l'eau permet d'extraire plus facilement l'hydrogène et elle peut être réutilisée à des fins de vie quotidiennes. Mais la fonction principale de Pilot est de séparer l'hydrogène de l'oxygène afin de récupérer l'oxygène pour respirer. L'hydrogène est ensuite recyclé pour permettre d'extraire à nouveau de l'oxygène du régolithe. Ce système fournit assez d'oxygène pour répondre aux besoins d'un astronaute à raison d'1 kilo par jour. Pilot est une invention prometteuse pour la colonisation de la Lune. Mais avant que Pilot ou n'importe quel autre équipement ne soit envoyé dans l'espace, il doit être soumis à une ultime épreuve de terrain. Le volcan Mauna Kea est inactif depuis 4000 ans. Et pourtant, les traces de sa colère sont partout.
Le terrain est jonché de rochers et de gravats crachés par les éruptions volcaniques passées. Certaines éruptions ont été si violentes qu'elles ont propulsé des bombes de lave à plusieurs milliers de mètres de haut. Voici une bombe de lave. Elle a presque atteint le seuil sous-orbital. Comme la Terre, la Lune était aussi une planète volcanique il y a plusieurs milliards d'années. Les zones plus sombres, les mahars, sont des champs de lave en fusion qui se sont échappés de la Lune. On rencontre le même phénomène ici à Hawaï. C'est un type de sol unique que seuls les volcans peuvent créer. C'est incroyable à quel point il est fin. À d'autres endroits, on a des galets. Mais ici, on a une matière organique extrêmement fine, sèche et infime. En août 2008, l'équipe de la NASA a exploré le volcan afin de choisir les sites où se tiendrait l'épreuve ultime du futur équipement lunaire. S'ils font leur preuve ici, Scarab, Pilot ou Resolve entreront peut-être dans l'histoire en devenant les premières machines à excaver le sol lunaire. À 3000 mètres d'altitude, les plaines rocailleuses, les cratères profonds et les cendres volcaniques se mêlent pour constituer une course d'obstacles idéale. Les aspects et les particularités du terrain correspondent parfaitement à nos besoins pour ce test. La démesure de cet endroit me laisse sans voix. Regardez là-bas. C'est là que nous étions tout à l'heure au fond du cratère. Ce terrain accidenté est exactement ce qu'il faut à la NASA pour tester les limites de sa technologie et affiner ses recherches lunaires. Il y a beaucoup de raisons pour faire ce qu'on va faire ici. L'une d'elles est de tester les limites du matériel, de voir ce qu'il peut faire et ne pas faire. Ce n'est encore qu'un prototype. Novembre 2008. L'équipe au complet est de retour sur le volcan avec les prototypes d'excavateurs lunaires. C'est l'heure de vérité pour Pilot, Resolve et Scarab. Tandis que les tests commencent, le vent met rapidement plusieurs machines hors jeu. Mais Pilot parvient à collecter efficacement la Terre et Scarab a manœuvré sur le terrain accidenté entre les cratères à pic, malgré le poids de Resolve fixé sur son dos. L'épreuve se termine et les résultats sont encourageants. Si les prototypes parviennent à triompher du volcan, ils devraient pouvoir résister à l'environnement lunaire. Reste à résoudre un tout petit problème, trouver un moyen de retourner sur la Lune. La journée se termine sur le site du concours de la NASA et les machines expérimentales ont bien du mal à évoluer sur la surface lunaire reconstituée. 3, 2, 1, partez! La texture du sol et la difficulté de naviguer entre les formations rocheuses sont des obstacles manifestement insurmontables. On a remué pas mal de terre quand même. L'inconvénient d'aller dans l'espace, c'est qu'on n'a pas de deuxième chance. Si on est parvenu à aller sur Mars la dernière fois, c'est simplement parce qu'on a simulé l'atterrissage des milliers de fois et envisagé tous les problèmes possibles. Tandis que la 10e et dernière équipe du jour teste son prototype, sa machine échoue comme les autres au cours de la simple tâche qui consiste à déverser la terre lunaire dans la benne. C'est une grosse récompense. Tout à fait. 350 000 € sont en jeu pour le gagnant. Tous les concurrents ont travaillé dur, mais ils ont échoué. C'est un rappel amer des nombreux obstacles à franchir avant de pouvoir prospecter, excaver et extraire les ressources naturelles de la Lune. Implanter une base habitée est un défi aussi immense et complexe que toutes les missions de l'histoire de la conquête spatiale. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de la technologie nécessaire pour vivre sur une autre planète que la nôtre. Mais ça viendra, et ça viendra vite. Ce qui sur Terre nous paraît acquis, les routes, les excavateurs, les vivres, les habitations, devient presque impossible à envisager sur la Lune.
Mais si l'humanité parvient à surmonter ces obstacles, une opportunité révolutionnaire s'offrira à elle. Une colonie durable pourrait voir le jour dans l'espace. Les hommes exploiteraient les matières premières et construiraient une ville lunaire où les voyageurs intergalactiques feraient escale avant de s'enfoncer plus loin dans l'espace intersidéral. Ainsi, la Lune deviendrait la station-service et l'entrepôt de vivres du système solaire. Cette opportunité pourrait même résoudre les problèmes énergétiques de la Terre en fournissant suffisamment d'hélium-3 pour alimenter des centrales à énergie propre. Mais la première étape de cette révolution est trouver un moyen de retourner sur la Lune. La navette spatiale actuelle sera bientôt obsolète et la NASA tente d'achever au plus vite une nouvelle fusée capable de renvoyer l'homme dans l'espace. Constellation est le nom du programme américain qui vise à renvoyer l'homme au-delà de l'orbite terrestre, sur la Lune ou la planète Mars. Ce programme est bien plus élaboré qu'Apollo. Notre objectif est d'explorer la Lune dans son intégralité. Donc il nous faut de plus grosses fusées et un plus grand vaisseau spatial pour mener à bien nos missions. Les nouvelles explorations de la NASA se feront à bord de 2 nouvelles fusées. Ares 1 est une fusée plus compacte destinée à transporter des hommes vers la Lune. Ares 5 est son complément. Une fusée plus conséquente, assez spacieuse pour transporter des excavateurs et autres matériels miniers. Mais afin d'explorer toutes les régions lunaires, les fusées devront trouver partout une surface plane pour atterrir. Atterrir sur la Lune présente un risque conséquent. On doit à tout prix éviter les cratères et les gros rochers. C'est le plus important. On doit aussi prendre en considération l'emplacement de l'exploitation. En atterrissant, la fusée remuera de la poussière et des cailloux. On doit s'assurer que la base est assez loin pour ne pas être endommagée. Cette nouvelle génération de fusées ouvrira les portes d'une toute nouvelle conquête spatiale. Sur la Lune et au-delà. L'un des objectifs de l'exploration lunaire est le développement scientifique et économique. Mais elle nous permet aussi de tester les différents moyens d'aller sur Mars. Exploiter un gisement sur la Lune est la clé de l'implantation et de la survie d'une colonie terrienne. Mais tout comme une ville se dresse en plein désert, ou un port de pêche se transforme en grand port industriel, il faut un sens économique à l'entreprise. Si la NASA veut retourner sur la Lune et la rendre habitable, on doit créer une infrastructure industrielle profitable au plus grand nombre de secteurs économiques. Le désir de réussir est bel et bien là. Et ce rêve visionnaire se rapproche un peu plus de la réalité à chaque génération. Ce concept d'exploitation minière, qui était très futuriste il y a encore quelques dizaines d'années, est en train de devenir réalité. Tout comme l'énergie retrouvée des scientifiques, portée par un souffle nouveau, inégalé depuis 40 ans. C'est l'occasion d'essayer quelque chose de totalement nouveau, que ni la NASA ni personne n'a jamais fait avant. Quelque chose qui changera l'exploration de la Lune et de Mars. Quelque chose qui a une résonance pour le peuple américain. L'esprit des pionniers est profondément ancré dans notre culture. Je suis convaincu qu'il y aura une exploration des ressources lunaires et qu'on trouvera le moyen de les exploiter afin d'établir des bases habitées et de poursuivre notre conquête de l'espace.